mesdames, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, on est heureux d'être là aujourd'hui avec un thème extrêmement important, à savoir l'immigration. Et c'est une table ronde qui est organisée par le laboratoire sciences humaines et immigration, dont je suis membre, et le master sciences de la migration dans CDLA, qui est normalement chapeau de ce master. Je pense qu'il y a alors, concernant ce sujet, l'immigration, alors vous avez, en fait, c'est un sujet d'actualité, comme vous voyez, dans tous les pays, donc maintenant s'intéresse à ce sujet, et c'est un sujet qui intéresse tous les continents. Alors, comme vous voyez, avant, on parle d'immigration, en fait, vers sud, vers nord, et en fait, c'est en fait sur la question de l'immigration. Et vous voyez qu'on va voir que en fait, avant c'était les pauvres qui immigraient, c'est ça, du sud vers le nord. Mais après, ça s'est développé en fait. On avait une sorte d'immigration en fait. C'est les gens qui sont aisés, qui émigrent. Et après, actuellement, on a un autre genre d'immigration, à savoir les gens émigrent parce que c'est pas voulu, mais en fait, ils sont obligés à cause des guerres actuellement, à cause des conflits. Alors, qui dirait que le Maroc va être un jour un pays qui va recevoir des émigrés. Alors, comme vous voyez, au Maroc, nous avons toujours c'est-à-dire des émigrants qui viennent de tout genre de pays, à savoir surtout l'Afrique subsaharienne, il y a la Syrie aussi, il y a la Syrie, il y a d'autres pays comme l'Irak aussi, et le Liban aussi, à cause des conflits au Proche-Orient par exemple. Et donc, moi je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que vous avez donc des spécialistes avec nous qui vont aborder ce sujet. Et dans cette table ronde, nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamed Mazouz, qui est un sociologue de Paris, spécialiste. Et je lui cède la parole après pour présenter son CV. Je sais très bien qu'il a un parcours très riche. Il a publié pas mal d'ouvrages sur la question de l'immigration, savoir l'immigration, qui a travaillé sur la question de l'immigration dans le monde, dans le Maghreb surtout, à savoir l'immigration en Tunisie, ce qui concerne aussi le Maroc, et puis l'Algérie, d'accord. Et puis, dans cette table ronde, nous avons avec nous Madame Lella, qui chapeaute le master de sociologie de la migration. D'ailleurs, je m'excuse, il y a une erreur de phrase qui est sur la fiche, c'est la migration, c'est ça, déjà. Et puis, avec nous, Monsieur Abdourabbi, qui est aussi sociologue, département de sociologie aussi, il va nous dire un petit exposé sur la question de l'immigration. Et Madame Jalila Sibeli aussi avec nous, du département anglais. Et je sais très bien que Madame Jalila Sibeli, elle travaille sur la question de l'environnement, peut-être qu'elle nous dira, parce que, comme vous savez, actuellement aussi, on émigre aussi à cause du problème de l'environnement. Et donc, en fait, on a encore cette émigration du sud vers le nord. Et avec nous, M. Sekri Alaoui, qui est de l'École nationale des arts et du design, qui était avec nous avant la fin de notre établissement, mais qui a émigré aussi, et qui a préféré être hébergé. Qui a été hébergé. On regrette. On vous regrette, monsieur. Donc, il va peut-être faire la relation entre tout ce qui est art, c'est ça, et l'immigration.
Je vous cède après la parole. Je pense qu'on a aussi dans cette salle des sociologues et des futurs spécialistes dans la sociologie. Vous avez sûr des questions et des choses à débattre avec nos professeurs. Et voilà. Donc, j'ouvre la table ronde. Donc, avec nous, je donne la parole au professeur. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord les organisateurs de cette table ronde de m'avoir associé. Je remercie les participants. Et ma présence ici, c'est spontané, ça n'a pas été calculé. Donc, je me trouve ici, je suis un immigré, donc je retourne chez moi. Donc, si on parle d'un immigré, on parle de deux manières. Là, j'emploie le mot émigrer avec eux, parce qu'on parle de l'immigration ici. Et si on parle de l'immigration avec I, c'est qu'on parle de celui qui est à l'intérieur d'un pays étranger. D'abord, je vais un peu faire mon CV. Je suis parti du Maroc dans les années 73-74, après avoir fait mes études de droit. J'ai fait ma deuxième année, et puis je suis parti en France, comme pas mal d'étudiants, à la recherche aussi de mes amis qui m'ont été arrachés par l'immigration. Et donc ils sont partis parce que les parents étaient très pauvres. Et ce sont des intelligences qui sont partis. Ils sont partis des fois avec un diplôme au lycée, avec le baccalauréat, mais il fallait qu'ils... Malheureusement pour moi, j'étais très jeune et je ne pouvais pas partir. J'avais 16 ans et l'âge de départ à cette époque, pour partir, pour être recruté par des patrons, il fallait avoir 18 ans. Et il y avait parmi les Marocains qui ont triché sur leur date de naissance parce que l'état civil n'était pas très précis comme aujourd'hui. Donc ils sont partis pour travailler. Donc c'est une immigration économique. Et donc moi j'ai rejoint ces amis-là avant de rejoindre des études, avant de rejoindre l'université. Je ne dois pas vous cacher que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire en France. J'étais inscrit en médecine. Je n'ai pas pu parce que moi j'avais un bac littéraire. J'étais inscrit en pharmacie donc, parce qu'il fallait répondre aux aspirations des parents. On ne voulait pas un littéraire, on veut quelqu'un, un médecin. Bon, maintenant je suis stabilisé, j'ai trouvé ma voie et j'ai fait de la sociologie. La sociologie, je suis arrivé à soutenir une thèse donc, dans l'université de Nanterre. C'était une université qui a connu beaucoup de sociologues, beaucoup de chercheurs. Et mon bouquin, ma thèse, une partie de ma thèse a été publiée chez l'Harmattan en 1989. Donc je suis docteur en sociologie. Et puis, il fallait travailler. Mais après cette thèse, j'ai donné des cours d'alphabétisation. Je me sentais plutôt aller vers le terrain que d'aller à l'université, sincèrement. Parce que l'immigration, c'est humain. L'immigration, elle est définie comme par l'administratif. Elle est définie par le savant, elle est définie par le populaire, elle est définie par le technicien. Mais moi, j'avais ce penchant-là. Qu'est-ce que je peux faire avec mes connaissances et pouvoir aider cette population? J'ai commencé par donner des cours d'alphabétisation dans les années 70-79, mais en arabe. La plupart des Marocains qui habitaient à Gennevilliers, c'est une ville au nord de Paris, et il y a un quartier qui s'appelle le quartier boulevard Chandon, et il y avait 1300 Marocains concentrés dans cette zone, et devant eux, il y avait l'usine Chausson, et les employés. Ce qui fait que l'immigration à cette époque, l'immigration marocaine, elle était gérée, patronnée, enfin gérée par les patrons. C'est-à-dire qu'on recrute cette population pour... on avait besoin des bras, on avait besoin de la main-d'œuvre. Donc c'était une continuité d'esclavage, quelque part. Ils ont été concentrés dans des conditions
difficile. Et c'est une immigration économique et qui était spontanée. Je dis ça parce que j'étais intéressé aussi par le quartier où habitaient les Maghrébins en général. Maghrébins, c'est un mot que j'ai découvert en Europe, en France, parce que ici, quand je suis parti marocain, mais on m'appelait là-bas le Maghrébin. Vous voyez, c'est pas facile de se définir. Mais moi, je préfère être défini par ma région, par mon terroir, par là où je suis né. C'est pas et donc le mot même maghrébin, c'est une construction quelque part qui est des fois liée à l'histoire. Je reviendrai sur ça contre la France et donc j'ai fait, je continue un peu aussi sur mon CV, j'avais besoin, pour comprendre l'immigration, j'ai fait de la sociologie, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que je sache aussi, ayez des connaissances dont l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement, parce que les immigrés habitaient à la périphérie de la société. Et donc ils vivent à la marginalité. Donc il fallait étudier ça. Après avoir, donc j'ai fait l'Institut d'urbanisme de Paris. Donc c'est un diplôme, à l'époque c'est un DEA ou un DESS. C'est pour vous dire que pour saisir l'immigration, on ne peut pas la saisir avec une seule discipline. Il faut une pluralité de disciplines. Une fois ces études terminées, je me suis intéressé aussi à chercher du travail. Donc, à trouver du travail, je l'ai trouvé dans une organisation non gouvernementale qui s'appelle la CIMAD, et j'étais responsable du service immigration et droit des étrangers. Donc le droit, j'avais une base partie, les compétences que j'avais ici m'ont servi donc, pour comprendre le droit. Mais je ne me définis pas comme juriste, mais il me fallait quand même des éléments pour ça. Donc j'ai fait encore un débat. Je suis un immigré d'une discipline à l'autre aussi. Et donc cette formation s'appelle droit de l'homme, politique criminelle et droit de l'homme. Donc ce sont des juges, des avocats qui se spécialisent dans les droits de l'homme. C'est l'Institut de droit comparé qui faisait ça. Vous voyez comment je suis arrivé à ça. Et donc, c'est là où j'ai découvert, vous voyez comment je pars d'une population bien définie, qui a été bien étudiée, bien cadrée scientifiquement, sociologiquement, démographiquement, les Marocains en Île-de-France. Donc je n'ai pas élargi sur la France, parce que je suis seul, je ne suis pas dans un laboratoire de recherche, il fallait que je puisse former mes données moi-même. Donc moi j'ai mes enquêtes qui sont des enquêtes de terrain, d'observation, et tout ce que j'observe sur le terrain, il a été mentionné. Donc l'immigration, avec ma trajectoire, m'a permis de connaître cette immigration marocaine. C'est-à-dire, au départ, ce sont des hommes seuls qui partent. Jusqu'aux années 75, 80, l'immigration était une immigration marocaine de passage. Les Marocains partaient, travaillaient et ils avaient la libre circulation. Jusqu'en 1980, il n'y avait pas les visas. Donc vous pouvez aller travailler, vous avez ras-le-bol, vous revenez chez vous, et vous prenez 6 mois, 4 mois, et en retour, le travail vous attend. Donc il y avait, les bras sont ouverts dans toutes les entreprises, mais à partir de 75 et ensuite, il y a la crise qu'on appelle la crise du pétrole, et c'est là que l'immigré va faire l'objet d'un contrôle qui va changer de statut. On demande des visas. S'il y a absence, on perd le droit de retourner dans le pays, donc en France. Donc c'est le regroupement familial qui va être encouragé. L'immigration marocaine, qui va connaître dans les années 80 un développement de l'immigration familiale. Sachez que l'immigration, depuis 1975, elle est fermée à toute personne étrangère en France et tout partout en Europe. C'est pour cela aussi. Mais il y a l'idée qui règne encore chez les jeunes marocains ou chez les jeunes au Sénégal ou ailleurs. La France est toujours ouverte, l'Europe est toujours ouverte. C'est fermé depuis 1975. Mais l'idée de partir, elle est toujours présente. Quel jeune ne rêve pas de partir? Quelle autre personne qui ne rêve pas de partir? Donc vous
voyez comment on ferme les frontières, mais on ne les ferme pas par des policiers ou par des soldats. On les ferme par le droit. Oui, le droit, c'est pour cela que cette approche juridique va me servir un peu pour compléter mon analyse, qui n'est pas que sociologique ou l'analyse de l'espace ou la religion, mais le droit va être un élément. Et si on suit l'histoire de l'immigration, il y a à chaque moment dans l'histoire d'un pays qui accueille, ben, il y a des législations qui se mettent en place. La France, il a connu plus de 30 lois. C'est incroyable pour gérer l'immigration. Et donc, le regroupement familial, on va le développer pour des raisons humaines, familiales. On a dit c'est des gens qui sont venus, qu'on a exploités, mais aujourd'hui, ben, il faut reconnaître qu'il faut qu'ils puissent vivre avec leur famille. Donc le départ d'un Marocain laisse quand même des difficultés ou des choses à régler. Il confie, s'il est marié, vous voyez, donc, ses enfants à quelqu'un qui est au frère aîné, au grand-père, et tout. Et tout ça, ça déstabilise, ça déstructure les membres de la famille. C'est important. Et le Marocain installé en France ou dans la région parisienne va essayer aussi d'imiter son collègue français, qui vient le raconter comment il a vécu sa vie, comment il a passé les fêtes, comment il va sortir et tout. Et lui, il va être acculturé. Vous voyez, quand on vit dans un pays, on ne va pas rester figé. La culture, c'est quelque chose de dynamique et en mouvement. Donc, on ne peut pas se définir que par des éléments, on se définit par notre trajectoire et à chaque fois, on va acquérir des choses. Donc, le Marocain, en Île-de-France, il n'est plus le Marocain qui est parti de Mohammedia ou de Casa ou de Bestina et tout. Donc, n'essayons pas aussi de figer, de culpabiliser, il a changé, il ne mange plus de la même manière, il ne parle plus de la même manière, et il y a l'accent. Moi, je ne suis pas parti avec cet accent. Moi, je suis parti, vous voyez, ça se travaille inconsciemment, mais il y a quelque chose qui reste très fort, symbolique, c'est ce que vous avez vécu ici, qui reste, et comment vous allez maintenir et le protéger. Donc, vous voyez, donc, il y a le processus, et les Marocains qui sont partis seuls, ils vont être rejoints par leur famille. Il y avait une stratégie migratoire. Les Marocains ne faisaient pas partir toute la famille. Ils prennent l'enfant ou le garçon qui a 16 ans, 17 ans, et ils déclenchent un regroupement familial. Et ce jeune-là, il va reprendre la même condition que son père. Vous voyez comment cette stratégie a été menée par les Marocains, menée aussi par les Turcs, menée par d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on continue à reproduire le même système. Là, on a dit qu'on va mettre en place une autre législation. Il faut que le regroupement familial soit global. Vous faites venir toute la famille, les petits et les grands. Vous voyez comment? Parce que le jeune qui va, il va habiter avec son père dans un foyer, 9 mètres carrés, et tout ça. Mais maintenant, on va dire, maintenant, il faut qu'on fasse une autre loi. Vous voyez comment les lois vont changer au fur et à mesure aussi que la population change. Et quand je dis ça, l'immigration n'est plus une immigration de passage. C'est une immigration de peuplement. C'est une installation définitive. Et aujourd'hui, on parle de retour. Le retour, il reste mythique. C'est-à-dire, il se réalise 1 sur 10 000, une fois sur 1000. Les gens, ils ont acquis un mode de vie. On est aujourd'hui avec une 3e, 4e génération. Quand on est en France, au départ, je vais juste faire un rappel un peu juridique. Il y avait la carte de séjour et la carte de travail. Ils ne dépassaient pas 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, on a des cartes de 10 ans. C'est-à-dire qu'on symbolise une installation définitive et cette carte est renouvelée automatiquement. Ce qui fait qu'ils sont partis, ils ne reviennent pas. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Vous voyez, c'est pour ça que l'immigration, c'est quelque chose aussi qui échappe au contrôle. On part avec un projet individuel, mais le projet, il devient collectif. Aujourd'hui, moi je me trouve, un immigré qui part et qui est avec sa famille, il part avec un projet individuel. Je vais aider mes parents, je vais construire la maison quand je viens. Mais maintenant, j'ai mes enfants qui sont avec moi. Moi, je fais partie d'une famille élargie. J'ai vécu avec mes grands-parents, avec mes oncles, tout le monde était là. Mais en terre d'exil, en terre d'immigration, je compose ma famille.
nucléaire. Moi, ma femme et mes enfants. Vous voyez, donc ça aussi, c'est un changement que l'immigration va créer dans j'allais dire, dans la structure sociale, familiale marocaine. L'immigration va encourager ça, et je vais raisonner comme un citoyen européen. Je vais avoir ma voiture, je vais avoir ma maison, et je deviens individualiste. C'est pas péjoratif, hein, c'est une évolution. Je pars du collectif vers l'individuel. Et ça, on le voit même au Maroc, ce changement-là. Quelqu'un qui ne se considère pas membre d'une famille élargie. Et maintenant, quand même, dans la réalité, dans la famille nucléaire, qui reste la base de la famille. Donc cette notion, on la trouve chez beaucoup de Marocains, qui vivent. Les Marocains, les Algériens et les Tunisiens, ce sont les plus, j'allais dire, individualistes au niveau composition familiale. Mais il y a une solidarité communautaire. On vit avec sa famille, mais on reste quand même solidaire avec les Marocains, avec les Algériens, avec les Tunisiens. Et puis maintenant, il va y avoir aussi un autre aspect qui est important, qui réunit les personnes, c'est la place de la religion musulmane en Europe, surtout en France. Donc il va y avoir aussi des avancées par rapport à ça. Au départ, on n'a pas tenu compte de cette dimension. Les Marocains, ils étaient accueillis dans un quartier par un chrétien qui leur offrait un espace pour prier. Mais au départ, aujourd'hui, on a des Marocains qui demandent des permis de construire une mosquée, un centre culturel. Vous voyez, donc il y a une reconnaissance. Et tous ces éléments dans l'espace symbolisent une installation définitive. Donc le regroupement familial, la reconnaissance du culte, la reconnaissance aussi au niveau juridique, on accorde un statut stable et durable à des gens. Et puis il y a aussi, jusqu'en 1998, les Marocains qui sont des enfants de parents marocains nés en France étaient français, automatiquement. On le veuille, on le veuille. Moi, dans mes enquêtes, j'ai posé la question à des parents, est-ce que votre enfant va être français? On m'a dit, pas question. Je suis revenu les voir en 1998, il m'a dit, c'est pas la peine de poser la question, ils le sont déjà. Vous voyez comment aussi on a cette notion. Alors, les Marocains qui vivent en France, et qui sont, donc, ce sont des citoyens à part entière, là-bas, mais qui ne votent pas, mais qui gardent leur nationalité. Ils ne votent pas, mais ils ont tous les droits pour qu'ils puissent avoir un Français ou un Européen, sauf le droit de vote. Si vous voulez voter, il faut prendre la naturalisation. Il faut devenir Français. Là, aujourd'hui, on a beaucoup, vous savez, on est à la 3e génération, et il y a beaucoup de Marocains qui sont Français sans le connaître, surtout les jeunes. Et quand ils viennent ici, en France, il y a le nom, et le père, et à la frontière, on leur demande, elle est où votre carte d'identité? Il y a des personnes qui viennent ici, les Marocains, sur j'allais dire, par filiation, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. À ce moment-là, il y a cette prise de conscience. Parce qu'il vient avec ses parents jusqu'à 16 ans, 15 ans, mais quand il veut venir tout seul, mais il vient en tant que Français avec un passeport. Mais vous voyez, donc ça c'est un choc quelque part. Il dit, ah, je suis Marocain. Et à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il a comme élément d'être Marocain? Vous savez, vous les connaissez, les jeunes quand ils arrivent, bah, ils sont à part quelque part. Oui, donc par la manière de parler, de s'habiller, de se comporter et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une double appartenance ou la non-appartenance entière. Donc, vous voyez, ils sont ni marocains, ils sont ni français. Donc, ils sont stigmatisés. Et pour gommer ça, il faut des générations et des générations pour quelqu'un. Et là, il y a quelques concepts, moi, que j'évite d'employer. Il y a le mot assimilation. Et la politique, j'allais dire, d'accès à la nationalité ou de vivre en France, c'était une politique assimilationniste. Si vous voulez vivre en France, il faut devenir français. Je veux bien, mais j'ai un nom qui reste, j'ai un visage qui reste, j'ai une manière qui reste, qui me marque. Et donc l'assimilation, c'est en termes, j'allais dire, de recherche, en termes d'approche de l'immigration, c'est un faux concept qu'il faut employer. Et il y a l'autre concept qui est important, c'est l'intégration. L'intégration, c'est quelqu'un qui vit, qui a des devoirs, qui a des droits,
et qui peut garder sa culture, sa manière de s'habiller, sa manière de prier, dans sa sphère privée bien sûr, et donc à condition que ce comportement ne nuit pas à l'espace public. Vous n'allez pas vous comporter et dire chez moi ça se passe comme ça et je le fais. Donc ça c'est quelque chose qui dérange un peu dans l'harmonie de vivre dans un pays. Alors ça c'était par rapport au concept. Est-ce qu'on peut dire que les Marocains sont intégrés? Oui, ils sont intégrés, mais chaque Marocain est intégré selon les compétences qu'il a. Il y a des personnes qui sont parties, qui maîtrisent le français, ça ne leur pose pas de problème. Il y a des personnes qui sont parties, qui sont analphabètes, qui ne parlent pas, mais ils sont intégrés à leur manière. Donc on ne peut pas définir des critères tout de suite figés, intégrés, il faut faire ça, il faut maîtriser la langue, il faut se comporter comme un Français, il faut faire comme un... Non, je me comporte comme un être humain qui respecte les autres et je m'intègre dans une société dont je bénéficie d'un statut de citoyenneté, si je peux rester étranger et je vis dans un pays, comme je peux aussi choisir une autre nationalité. Et il y avait chez beaucoup de Marocains, et chez moi personnellement, je l'avoue, moi je suis double national. Donc j'ai la nationalité française et j'ai la nationalité marocaine. Mais marocanité n'a pas été entachée parce que au contraire, c'est l'autre nationalité, c'est un enrichissement, c'est lié à ma condition de vie. Je ne vis pas régulièrement au Maroc, je ne vis pas quotidiennement, je vis dans une société, tant qu'à faire, il y a un choix. Donc j'ai deux souverainetés, c'est ma tête, ce qui est difficile à gérer. Oui, c'est important. Chez la réalité, il y a beaucoup de Marocains qui sont doubles nationaux, mais il ne faut pas les culpabiliser. C'est leur condition. Oui, il ne faut pas les définir, il a trahi. Non, c'est une condition dans une trajectoire. Il voulait être professeur, il voulait être médecin, il ne peut pas accéder à la fonction publique. Oui, donc il fallait, sans aller vers des choses qui sont, j'allais dire, utilitaires. Mais c'est un choix, et je dois dire que le choix d'une autre nationalité, c'est très très difficile sur le plan psychologique. Oui. Donc on peut voir aussi ça. Il y a d'autres aussi choses, il y a aussi le choix du conjoint. Oui, chez les Marocains, c'est pas aussi si facile que ça, parce qu'il y a l'approche familiale, il y a l'approche individuelle, il y a la liberté. Oui, donc on part aussi avec des principes, avec une manière de vivre, mais on est acculturé, on est amené à vivre dans une autre société. Donc on est amené à prendre, j'allais dire, à acquérir, à s'acculturer, à apprendre à vivre dans une autre société avec une autre manière. Que dire de l'immigration au niveau de son organisation? La majorité, ce qu'on peut voir aussi par communauté, si vous prenez par exemple les Turcs, en France ou en Europe, ils sont très bien organisés, en association, et ils ne sont pas francophones, pour vous dire. Mais ce qui les sauve, c'est qu'ils sont indépendants économiquement en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont des métiers, comme le bâtiment, comme la restauration, et ils travaillent entre Turcs, même à l'étranger. Au Maroc, non. Donc il y a des Turcs, mais ils font travailler les Marocains. Donc je ne cite pas les structures qui existent, mais ce phénomène, moi je l'observe chez les Marocains, il n'y a pas une autonomie, j'allais dire, communautaire qui regroupe les Marocains pour qu'ils puissent travailler ensemble et qu'ils continuent à parler le marocain, des habitudes. Chez les Turcs, les Kurdes, oui. Chez les Chinois aussi. Le chinois, ils ne vont jamais perdre la langue mandarin ou d'autres langues. Les Turcs, la langue, elle continue à être parlée parce que dans les entreprises, ils emploient que des Turcs. Et chez les Marocains, il va y avoir perte de la langue arabe, la langue marocaine. Donc les enfants, ils vont être au départ initiés, ils vont parler,
à un moment donné, ben, les parents ils vont parler marocain, parler arabe, ou parler aussi de tamazight, ou parler une autre langue, donc d'autres langues, mais les enfants, donc il y a une perte au bout de la 3e, 4e génération, chez beaucoup de, pas uniquement chez les Marocains, mais chez les Turcs, pardon, chez les Portugais, chez les Espagnols. Chez les Turcs, la langue est maintenue. On peut se poser la question pourquoi il est maintenu. Ben, il est maintenu par ce système économique, donc il favorise la rencontre, et puis par les mariages. Les Turcs, un Turc né en France, il va se marier avec une fille turque en Turquie. Et donc, c'est un apport nouveau, ce qui fait que la femme ou le garçon ou l'époux qui vient en France, ben, il va parler uniquement turc avec l'épouse ou l'époux qui est déjà installé en France. Et donc, il y a maintien de la langue. Oui. Donc, c'est pour cela aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir cette langue auprès de certaines communautés? Donc, les parents marocains, ben, ils essayent de mettre en place des cours pour enfants, des cours d'arabe. Je ne néglige pas l'effort qui a été fait par les consulats, qui a été fait par les parents, mais ce phénomène dépasse énormément, je vais dire, l'apprentissage. La transmission ne se fait plus. Vous voyez, la transmission de la langue ne se fait pas comme ici spontanément et se perd. C'est pour cela qu'on va essayer d'apprendre quelques rudiments. Si on rentre au Maroc, il faut voir qu'on soit. Ça va. Ça va, ça va.